Je n'ai nulle part où aller, monsieur, mais ce que fit le baron veuf la laissa sans voix. Avant de plonger dans cette histoire, j'aimerais savoir d'où m'écoutez-vous aujourd'hui? Paris, Montréal, Dakar? Et quelle heure est-il chez vous? Laissez un commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Maintenant, commençons. La pluie battait les pavés de Saint-Malo avec une violence qui semblait punir la terre elle-même. Novembre 1847 avait apporté avec lui des vents glacés de la Manche et une brume épaisse qui enveloppait la vieille cité portuaire comme un linceul. Dans les ruelles étroites de la ville basse, les lanternes oscillaient sous les rafales, projetant des ombres dansantes sur les façades de granit gris. Élise Moreau serrait contre elle le châle élimé qui constituait désormais son unique protection contre le froid. À 22 ans, elle n'aurait jamais imaginé se retrouver dans une telle situation. 3 semaines plus tôt, elle vivait encore dans la modeste maison que son père, intendant du domaine de Quéravel, avait louée pendant 30 ans. Aujourd'hui, cette maison appartenait aux créanciers, tout comme les quelques meubles qui s'y trouvaient. Et Élise n'avait littéralement nulle part où aller. Son père, Émile Moreau, était mort subitement d'une attaque d'apoplexie, laissant derrière lui une montagne de dettes que personne n'avait soupçonnées. Des dettes de jeu, principalement, contractées auprès de marchands véreux du port, des dettes qui effaçaient les 30 années de service honnête qu'il avait donné au domaine de Quéravel et à son propriétaire, feu le baron Augustin de Valcourt. Élise avait tenté de trouver un emploi. Elle savait lire, écrire, calculer. Son père avait insisté pour qu'elle reçoive une éducation, inhabituelle pour une fille de sa condition. Mais dans une ville où les places étaient rares et les prétendants nombreux, une jeune femme seule, sans dot, sans famille, sans recommandation, n'inspirait que méfiance ou convoitise déplacée. Elle avait passé les 2 dernières nuits dans un refuge pour indigents tenu par les sœurs de la Charité. Mais ce matin, la mère supérieure l'avait prise à part, avec un air embarrassé. « Ma fille, nous ne pouvons vous garder plus longtemps. Nous manquons de place, et il y a des familles entières qui attendent. Vous êtes jeune, en bonne santé, vous devez trouver une solution. » Une solution. Quelle solution? Élise avait fait le tour de toutes les maisons bourgeoises de Saint-Malo, frappant aux portes de service, demandant un poste de domestique, de gouvernante, de lingère. Partout, on la refusait. Trop jeune, pas d'expérience, pas de référence. Ou pire, des propositions indécentes à peine voilées de la part de certains maîtres de maison. Il ne lui restait qu'une seule option, aussi terrifiante qu'humiliante. Le château de Valcourt, perché sur les hauteurs dominant la baie à 3 kilomètres de la ville. Le baron Armand de Valcourt, fils unique d'Augustin, avait hérité du domaine 2 ans plus tôt. Élise ne l'avait croisé que 3 fois dans sa vie, toujours de loin, toujours entouré d'une aura de froideur intimidante. On disait qu'il avait 40 ans, qu'il était veuf depuis 8 ans, qu'il vivait reclus dans son château, ne descendant à Saint-Malo que pour les affaires les plus urgentes. On disait aussi qu'il était impitoyable en affaires, qu'il avait ruiné plusieurs familles en réclamant le remboursement de dettes anciennes. Mais Élise n'avait plus le choix. Elle avait marché pendant 1 heure sous la pluie battante, ses bottines prenant l'eau à chaque pas, ses jupes trempées lui battant les chevilles. Le chemin montait en lacets à travers les landes parsemées d'ajoncs, offrant par intermittence des vues spectaculaires sur la mer déchaînée. Enfin, les grilles du domaine apparurent, noires et imposantes, couronnées des armoiries des Valcourt, un faucon d'argent sur fond d'azur. Elle sonna à la loge du gardien. Un vieil homme bourru sortit, la toisa de haut en bas avec un mélange de suspicion et de pitié. « Qu'est-ce que vous voulez ? » Je viens voir le baron. Le baron ne reçoit personne sans rendez-vous. C'est urgent. Je suis Élise Moreau, la fille de son ancien intendant. Le gardien grimaça. Moreau, celui qui est mort criblé de dettes? Élise sentit les larmes lui monter aux yeux, mais elle les ravala. Mon père a servi cette maison pendant 30 ans. Je demande juste une audience. L'homme soupira, puis rentra dans sa loge pour consulter un registre. Il revint, l'air encore plus sceptique. Le baron est chez lui, mais je ne garantis rien.
Suivez l'allée principale jusqu'au château. Sonnez à la porte principale. Si Madame Josselin, la gouvernante, accepte de vous faire entrer, c'est déjà un miracle. » Élise le remercia d'une voix tremblante et s'engagea dans l'allée. Les arbres centenaires formaient une voûte au-dessus d'elle, leurs branches dénudées grinçant sous le vent. À travers la brume, le château émergea peu à peu. Une bâtisse austère de pierre grise avec des tourelles crénelées et de hautes fenêtres à meneaux. Aucune lumière chaleureuse ne brillait aux fenêtres. Le lieu entier semblait habité par l'absence et le deuil. Elle monta les marches du perron, ses jambes flageolantes. La porte massive, ornée de ferrures anciennes, lui parut insurmontable. Elle leva la main, hésita, puis actionna la sonnette. Le tintement résonna à l'intérieur comme un glas. Après ce qui sembla une éternité, la porte s'ouvrit sur une femme d'une cinquantaine d'années, au visage sévère, encadré d'un bonnet blanc immaculé. « Oui, madame, je m'appelle Élise Moreau. Je suis la fille d'Émile Moreau, qui fut l'intendant du domaine. Je souhaite voir le baron de Valcourt. » La gouvernante fronça les sourcils. « Le baron ne reçoit pas sans rendez-vous. Je vous en supplie, madame, c'est une question de survie. » Quelque chose dans le ton désespéré d'Élise dut toucher la gouvernante, car son expression s'adoucit légèrement. « Attendez ici. » Elle referma la porte, laissant Élise sous le porche, battue par les rafales de pluie. 5 minutes passèrent, puis 10. Élise commençait à penser qu'on l'avait oubliée quand la porte se rouvrit. « Entrez. Le baron consent à vous recevoir, mais brièvement. » Élise pénétra dans un hall immense, au sol dallé de marbre noir et blanc. Des portraits d'ancêtres sévères ornaient les murs et un escalier monumental montait vers les étages supérieurs. Le lieu était impeccablement tenu, mais glacial, comme si aucune chaleur humaine n'y avait pénétré depuis des années. La gouvernante la conduisit à travers un couloir jusqu'à une bibliothèque imposante. Les murs étaient couverts de livres du sol au plafond, et une cheminée monumentale brûlait faiblement, dispensant plus d'ombre que de chaleur. Derrière un bureau massif en chêne sculpté, un homme se tenait debout, tournant le dos à la porte, regardant par la fenêtre la tempête qui balayait le parc. Il était grand, solidement charpenté, vêtu d'une redingote noire d'une élégance austère. Ses cheveux étaient d'un brun sombre strié de gris, coupés courts et disciplinés. « Monsieur le baron », annonça la gouvernante. « Mademoiselle Élise Moreau. » L'homme se retourna lentement. Élise retint son souffle. Le baron Armand de Valcourt avait un visage taillé dans le granit, des traits durs et réguliers, une mâchoire carrée, des pommettes hautes. Mais ce qui frappait le plus, c'étaient ses yeux, d'un gris orageux, aussi froid et impénétrable que la mer en hiver. Il la dévisagea longuement, sans un mot, son regard la jaugeant de la tête aux pieds. Élise sentit ses joues s'embraser sous cette inspection silencieuse. « Vous êtes trempé, » dit-il enfin, sa voix grave résonnant dans la pièce. « Madame Josselin, apportez une couverture. » La gouvernante s'éclipsa. Le baron fit le tour de son bureau et s'appuya contre le rebord, les bras croisés. « Alors, mademoiselle Moreau, que me vaut l'honneur de votre visite ?» Élise déglutit avec difficulté. Ses mains tremblaient. « Monsieur le baron, je suis venu vous demander... » Les mots se coincèrent dans sa gorge. Comment formuler une telle requête? Comment avouer sa détresse sans paraître pathétique? « Parlez, » ordonna-t-il, sans impatience, mais sans douceur non plus. Madame Josselin revint avec une couverture de laine qu'elle drapa sur les épaules d'Élise avant de se retirer discrètement. Élise inspira profondément, puis laissa les mots sortir d'un trait avant de perdre courage. « Je n'ai nulle part où aller, monsieur. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Le baron ne bougea pas, son visage demeurant parfaitement impassible. « Mon père vous a servi pendant 30 ans, » continua Élise, la voix tremblante. « Il a toujours été honnête, travailleur. Oui, il avait des dettes dont j'ignorais tout, mais cela n'efface pas 3 décennies de loyauté. Depuis sa mort, j'ai tout perdu. La maison, les meubles, tout. J'ai cherché du travail partout à Saint-Malo. Personne ne veut de moi. Je n'ai ni famille, ni dot, ni recommandation.
Les sœurs de la charité ne peuvent plus me garder. Dans 2 jours, je serai à la rue. Et l'hiver arrive. » Elle releva la tête, plantant son regard dans celui du baron malgré sa peur. « Je ne viens pas demander la charité, monsieur. Je viens demander du travail, n'importe quel travail. À la cuisine, à la buanderie, aux écuries, je ferai n'importe quoi. Je sais lire, écrire, compter. Je peux être utile. Je vous en supplie. » Le baron la regarda longuement, son expression toujours indéchiffrable. Puis il se détourna, marchant vers la fenêtre. « Votre père, dit-il finalement, a effectivement servi mon père pendant 3 décennies. C'était un homme compétent. Mais ses dettes, je sais, monsieur, je ne vous demande pas de les effacer. Je vous demande juste une chance. Une chance. » Il répéta ces mots comme s'il en soupesait le poids. Puis, sans se retourner, « Madame Josselin vous montrera une chambre. Vous resterez ici cette nuit. Demain matin, nous discuterons des termes. » Élise faillit s'effondrer de soulagement. « Monsieur le baron, Merci, merci infiniment. Je vous promets que... » « Ne promettez rien, » l'interrompit-il, sa voix soudain plus sèche. « Vous ne savez pas encore ce que j'attends de vous. » Et sur ces mots énigmatiques, il sonna pour rappeler la gouvernante. Élise passa cette première nuit dans une petite chambre, sous les combles, simple mais propre, avec un lit étroit, une table de toilette et une fenêtre mansardée, donnant sur le parc plongé dans l'obscurité. Madame Josselin lui avait apporté des vêtements secs, une vieille robe de domestique un peu trop grande, et un repas frugal, du pain, du fromage, une soupe aux légumes. Elle mangea avec appétit, réalisant qu'elle n'avait rien avalé depuis la veille au matin. Puis elle s'allongea sur le lit, enveloppée dans une couverture rugueuse, et tenta de dormir. Mais le sommeil fut long à venir. Les paroles du baron résonnaient dans son esprit. « Vous ne savez pas encore ce que j'attends de vous. » Qu'avait-il voulu dire? Quelle sorte de travail allait-il lui proposer? Et pourquoi cette froideur, cette distance, comme s'il portait en lui un fardeau invisible? Au petit matin, elle fut réveillée par un coup discret frappé à sa porte. Madame Josselin entra portant un plateau. « Le baron vous attend dans la bibliothèque à 9 heures. Mangez d'abord. » Élise avala rapidement le pain et le lait chaud, puis se lava tant bien que mal avec l'eau froide de la cuvette. Elle brossa ses cheveux blonds et les attacha en un chignon simple, espérant se donner une apparence respectable, malgré sa robe de domestique trop ample. À 9 heures précises, elle descendit. Le château, à la lumière du jour, semblait moins oppressant mais toujours étrangement vide et silencieux. Elle croisa 2 domestiques dans un couloir, qui la regardèrent avec curiosité mais sans hostilité. Dans la bibliothèque, le baron était déjà là, assis à son bureau, écrivant dans un grand registre. Il leva les yeux à son entrée. « Asseyez-vous. » Élise obéit, prenant place sur une chaise droite face au bureau. Le baron ferma son registre et joignit les mains devant lui. « J'ai réfléchi à votre situation, mademoiselle Moreau, et j'ai une proposition à vous faire, mais avant cela, je veux que vous compreniez bien dans quoi vous vous engagez. »« Je suis prêt à tout, monsieur. »« Vraiment ?» Il y eut une pointe de sarcasme dans sa voix. « Ne faites pas de promesses si larges, elles sont dangereuses. » Il se leva, contournant le bureau pour s'approcher d'elle. Il resta debout, la dominant de toute sa hauteur. « Je ne vais pas vous employer comme cuisinière ou lingère. J'ai suffisamment de personnel pour ces tâches. Ce dont j'ai besoin, c'est de quelqu'un qui puisse m'assister dans mon travail quotidien. » « Votre travail, monsieur? Je gère un domaine de 15 fermages, 3 moulins, 2 navires de commerce et divers investissements. Cela génère une correspondance considérable, des contrats à examiner, des comptes à vérifier. Mon ancien secrétaire est parti il y a 6 mois et je n'ai trouvé personne pour le remplacer. Les hommes que j'ai reçus étaient soit incompétents, soit malhonnêtes. » Il la regarda intensément. « Vous dites savoir lire, écrire et compter. Est-ce vrai? » ?»« Oui, monsieur. Mon père m'a fait instruire. Montrez-moi. » Il lui tendit une plume et un papier sur lequel était écrit un texte en français classique, extrait d'un contrat commercial. « Lisez ceci à voix haute. » Élise s'exécuta, articulant soigneusement chaque mot. Sa voix ne tremblait presque pas.
Le baron écouta attentivement, puis hocha la tête. « Bien. Maintenant, écrivez ce que je vais vous dicter. » Il dicta une phrase complexe, pleine de termes juridiques. Élise écrivit de son mieux, sa main traçant des lettres nettes malgré sa nervosité. Le baron examina le résultat. « Votre orthographe est correcte. Votre écriture est lisible, même si elle manque d'assurance. Cela peut s'améliorer. » Il retourna s'asseoir, croisant les doigts sous son menton. « Voici ma proposition, mademoiselle Moreau. Je vous engage comme secrétaire et lectrice personnelle. Vous travaillerez ici, au château, tous les jours sauf le dimanche. Vos tâches incluront la lecture de ma correspondance, la rédaction de lettres sous ma dictée, la tenue de certains registres et la lecture à voix haute le soir. » Élise écarquilla les yeux. « Lectrice, oui. J'ai une bibliothèque de plus de 2000 volumes. J'aime qu'on me lise à haute voix le soir après le dîner. C'était autrefois... » Il s'interrompit brusquement, une ombre passant sur son visage. « Peu importe. Acceptez-vous ces conditions ? » ?»« Oui, monsieur. Bien sûr. Mais le salaire ? Et où logerai-je ? » ?»« Vous logerez ici, au château. La chambre que vous avez occupée cette nuit sera la vôtre. Vous prendrez vos repas avec les domestiques. Quant au salaire, je vous donnerai 200 francs par an, payés trimestriellement. » Élise retint un hoquet de surprise. 200 francs. C'était bien plus qu'une simple domestique, presque autant qu'une gouvernante expérimentée. C'est très généreux, monsieur. Ce n'est pas de la générosité. C'est le salaire d'un secrétaire compétent. Si vous ne l'êtes pas, je vous renverrai. Je ferai de mon mieux, je vous le promets. Encore une promesse. Il soupira. Très bien. Vous commencez aujourd'hui même. Madame Josselin vous fournira des vêtements plus appropriés. Je n'aime pas le désordre, et cette robe est 3 tailles trop grande. Élise se leva, le cœur battant de soulagement et de reconnaissance. Merci, monsieur le baron. Merci infiniment. Je ne vous décevrai pas. Nous verrons. Elle se dirigea vers la porte, mais sa voix l'arrêta. Mademoiselle Moreau. Elle se retourna. Il y a une condition que je n'ai pas encore mentionnée. Son cœur se serra. Voilà. C'était trop beau pour être vrai. Il allait formuler une exigence déplacée, comme tant d'autres avant lui. Laquelle, monsieur ? Le baron se leva, marcha jusqu'à la cheminée, fixant les flammes. Vous vivrez dans ce château. Vous partagerez mes repas du soir, car nous discuterons des affaires en cours. Vous travaillerez à mes côtés quotidiennement. Inévitablement, les gens parleront. Ils inventeront des histoires, des rumeurs malveillantes. Il se retourna, plantant son regard dans le sien. Je veux que vous compreniez que je ne tolérerai aucun comportement déplacé, ni de votre part, ni de la mienne. Nous entretiendrons une relation strictement professionnelle. Est-ce clair ? Élise hocha vigoureusement la tête, soulagée. Parfaitement clair, monsieur. Bien, parce que... Il hésita, semblant chercher ses mots, ce qui était inhabituel pour un homme si maître de lui. Parce que je ne peux pas me permettre de complications. Ma vie est déjà suffisamment. Il s'interrompit à nouveau, refermant son visage comme une porte qu'on claque. Peu importe. Allez voir madame Josselin. Revenez ici dans 1 heure. Nous commencerons. Élise sortit, troublée par cette conversation étrange. Le baron était généreux, mais froid, courtois, mais distant, et il y avait dans ses yeux cette douleur enfouie, ce poids invisible qui semblait l'écraser. Qu'avait-il vécu pour se murer ainsi dans la solitude ? Les premières semaines passèrent dans un tourbillon d'activités. Élise découvrit que le baron n'avait pas exagéré. Le travail était considérable. Chaque matin, elle le rejoignait dans la bibliothèque où s'empilaient des montagnes de lettres, de contrats, de factures. Elle lisait, classait, annotait. L'après-midi, il lui dictait des réponses qu'elle transcrivait de sa plus belle écriture. Le soir, après le dîner pris en tête-à-tête dans une petite salle à manger plus intime que la salle de réception officielle, elle lui lisait à voix haute. Des romans de Balzac, de George Sand, des récits de voyage, des traités philosophiques. Le baron écoutait, les yeux fermés, immobile dans son fauteuil près du feu, comme si ses lectures lui apportaient un répit momentané d'un tourment intérieur. Il était un employeur exigeant mais juste. Quand elle commettait une erreur,
Il le signalait sans hausser le ton. Quand elle réussissait une tâche complexe, il hochait brièvement la tête en signe d'approbation. Jamais un sourire, jamais un mot chaleureux, mais jamais non plus de cruauté ou d'injustice. Pourtant, Élise ne pouvait s'empêcher de remarquer des détails troublants. Le château comportait une aile entière qui restait fermée. Quand elle avait demandé à Madame Josselin ce qu'il y avait là-bas, la gouvernante avait répondu sèchement « Les appartements de feu la baronne. Le baron ne veut pas qu'on y touche. » Certains soirs, Élise l'entendait marcher dans le couloir à des heures tardives, ses pas résonnant sur les dalles. Une fois, elle s'était aventurée hors de sa chambre et l'avait vue, de loin, entrer dans l'aile interdite avec une lampe, puis en ressortir une heure plus tard, le visage ravagé. Les domestiques parlaient à voix basse. Élise captait des bribes de conversation. 8 ans, morte si jeune, il ne s'en est jamais remis. Un après-midi, alors qu'elle classait des documents dans un tiroir du bureau, elle tomba sur un daguerréotype encadré. Elle le prit, curieuse. C'était le portrait d'une jeune femme d'une beauté saisissante, cheveux noirs, yeux sombres, sourire lumineux. À côté d'elle, un homme plus jeune, plus mince mais reconnaissable, le baron, 8 ans plus tôt, avant que la douleur ne creuse son visage. « Que faites-vous » Élise sursauta. Le baron se tenait dans l'embrasure de la porte, son visage habituellement impassible tordu par quelque chose qui ressemblait à de la colère. Je classais les tiroirs et j'ai trouvé... Il traversa la pièce en 3 enjambées, lui arracha le daguerréotype des mains et le serra contre sa poitrine comme un objet sacré. Ne touchez jamais à ça, jamais. Je suis désolé, monsieur, je ne voulais pas... Sortez. Monsieur, sortez. Élise s'enfuit, les larmes aux yeux. Elle monta dans sa chambre et s'effondra sur son lit, tremblante. Allait-il la renvoyer? Avait-elle tout gâché par une simple maladresse? 1 heure passa, puis 2. À la tombée de la nuit, on frappa à sa porte. C'était Madame Josselin. « Le baron vous demande dans la bibliothèque. » Élise descendit, le cœur battant. Dans la bibliothèque, le baron était assis dans son fauteuil près du feu, le visage dans l'ombre. « Asseyez-vous, » dit-il d'une voix lasse. Elle s'assit, n'osant pas parler. « Je vous dois des excuses, » dit-il finalement. « Je n'aurais pas dû vous crier dessus. Ce n'était pas votre faute. Vous ne pouviez pas savoir. » « Je suis désolé d'avoir touché à cette photographie, monsieur. C'était ma femme, Marguerite. Elle est morte il y a 8 ans, en couche. L'enfant aussi. » Élise porta une main à sa bouche. « Mon Dieu. Depuis, Il se tut, cherchant ses mots. Je me suis retiré du monde. J'ai fermé cette partie du château. J'ai congédié la moitié du personnel. Je me suis enfoui dans le travail, dans les chiffres, dans les contrats, parce que c'était le seul moyen de ne pas... » Sa voix se brisa. Élise se leva instinctivement, fit un pas vers lui, puis s'arrêta, ne sachant si elle pouvait oser. « Vous avez le droit d'être en colère, » dit-elle doucement. « Vous avez le droit de porter votre deuil comme vous l'entendez. Le porter ?» Il laissa échapper un rire amer. « Je ne le porte pas, mademoiselle Moreau. Il m'écrase, il me définit. Il est devenu ma seule identité. Armand de Valcourt, le veuf inconsolable, l'homme qui vit dans un tombeau. Ce n'est pas vrai. » Il releva brusquement la tête. « Comment osez-vous ? Parce que je vous vois travailler, » l'interrompit-elle avec une audace qu'elle ne se connaissait pas. « Je vous vois gérer ce domaine avec intelligence et justice. Je vous vois traiter vos fermiers équitablement, payer vos fournisseurs à temps, vous assurer que personne ne soit lésé. Vous êtes bien plus qu'un veuf, monsieur le baron. Vous êtes un homme bon. » Le silence retomba. Le baron la regardait comme s'il la voyait vraiment pour la première fois. « Personne ne m'a parlé ainsi depuis des années, » murmura-t-il. « Alors peut-être que personne n'osait vous dire la vérité. » Il se leva, marcha jusqu'à la fenêtre. La nuit était tombée, et seul le reflet des flammes de la cheminée dansait sur les vitres. « Vous voulez connaître la vraie vérité, mademoiselle Moreau ? Si vous souhaitez me la dire. Je ne suis pas un homme bon, je suis un lâche. » Il se retourna.
son visage tordu par une émotion longtemps réprimée. Marguerite est morte parce que j'ai insisté pour qu'elle porte cet enfant. Les médecins avaient dit que c'était dangereux, qu'elle était fragile. Mais je voulais un héritier, un fils pour perpétuer le nom des Valcourt. Et elle, pour me plaire, pour répondre à mes attentes stupides, a pris le risque. Monsieur. Et elle est morte, elle et l'enfant, à cause de mon orgueil, à cause de ma vanité. Les larmes coulaient maintenant sur son visage, des larmes retenues depuis 8 ans. Je vis dans ce château comme dans un purgatoire que je me suis construit. Je refuse d'être heureux parce que je ne le mérite pas. Je refuse de vivre parce qu'elle ne le peut plus. Élise s'approcha lentement jusqu'à se tenir devant lui. Vous croyez que c'est ce qu'elle aurait voulu? Que vous vous enterriez vivant? Elle n'est plus là pour me dire ce qu'elle veut. Mais si elle pouvait parler, insista Élise, si elle pouvait vous voir maintenant, que vous dirait-elle? Le baron la regarda longuement, et pour la première fois, Élise vit ses défenses s'effondrer. Elle me dirait de vivre, murmura-t-il. Elle me dirait de pardonner, à moi-même. Alors, peut-être devriez-vous l'écouter. Ils restèrent ainsi, face à face, dans la lumière tremblante des flammes. Quelque chose avait changé entre eux, une barrière invisible venait de se fissurer. Le baron essuya ses yeux, embarrassé par cette démonstration d'émotion. Pardonnez-moi, ce n'est pas professionnel de... Nous sommes des êtres humains avant d'être employeurs et employés, dit Élise doucement, et les êtres humains ont le droit de pleurer. Il hocha la tête, puis, après un long silence, voulez-vous voir ces appartements? Élise fut surprise. Si vous le souhaitez, je crois qu'il est temps. Le baron prit une lampe et conduisit Élise à travers les couloirs silencieux jusqu'à l'aile interdite. Il sortit une clé de sa poche et déverrouilla une porte massive. Elle s'ouvrit dans un grincement, révélant un corridor plongé dans l'obscurité. Ils avancèrent lentement. La lumière de la lampe projetait des ombres dansantes sur les murs tendus de soie autrefois luxueuses, maintenant ternis par le temps et la poussière. Le baron s'arrêta devant une double porte et l'ouvrit. La chambre qui se révéla était à la fois magnifique et tragique. Un grand lit à baldaquin trônait au centre, recouvert de draps blancs protecteurs, des meubles délicats de style Louis XV, une coiffeuse avec un miroir ovale, des rideaux de velours bleu nuit. Tout était figé dans le temps, comme si la maîtresse des lieux allait revenir d'un instant à l'autre. Elle aimait le bleu, dit le baron doucement. Elle disait que c'était la couleur de la liberté. Élise regardait autour d'elle, émue. Sur la coiffeuse, des flacons de parfum, des brosses à cheveux, des bijoux, sur une étagère, des livres avec des marque-pages encore en place. Elle lisait beaucoup. C'était une femme érudite, bien plus que moi. Elle parlait 3 langues, jouait du piano, peignait. Il eut un sourire triste. Elle était trop bien pour moi. Je ne crois pas qu'elle aurait été d'accord. Le baron marcha jusqu'à une commode, l'ouvrit et en sortit un petit coffret en bois précieux. Il l'ouvrit avec précaution, révélant des lettres soigneusement pliées. « Ce sont ces lettres, dit-il. Celles qu'elle m'écrivait quand je devais m'absenter pour affaires. Je ne les ai jamais relues depuis... » Il tendit le coffret à Élise. « Lisez-en une, à voix haute. Je vous en prie. » Élise prit délicatement la première lettre, la déplia et commença à lire d'une voix douce. « Mon cher Armand, les journées sont longues sans toi. Le château semble vide, malgré tout le personnel qui s'y affaire. Je compte les heures jusqu'à ton retour. Mais je veux que tu saches une chose. Je ne t'aime pas seulement quand tu es là. Je t'aime aussi dans ton absence. Je t'aime dans les souvenirs que nous avons créés et dans les projets que nous bâtirons ensemble. Ne te précipite pas. Fais ce que tu dois faire. Je serai là quand tu reviendras. Toujours. Ta Marguerite. » Le silence retomba. Le baron avait fermé les yeux, des larmes roulant silencieusement sur ses joues. Elle disait toujours qu'elle serait là. Et moi, je l'ai laissée mourir. « Non, » dit Élise fermement. Elle a fait un choix, le choix de porter cet enfant. Oui, peut-être l'avez-vous encouragée, mais elle était adulte, intelligente. Elle connaissait les risques, et elle a choisi de les prendre, pour vous, pour votre avenir commun. Mais rien. Vous ne l'avez pas tuée.
Le destin l'a prise, et maintenant, en vous enfermant dans ce château, en refusant de vivre, vous la tuez une seconde fois, vous effacez ce qu'elle était, une femme qui aimait la vie, qui aimait le bleu, qui aimait la liberté. Le baron ouvrit les yeux, regardant Élise avec une intensité nouvelle. « Comment êtes-vous si sage, alors que vous avez la moitié de mon âge ? Parce que j'ai perdu aussi mon père, ma maison, mon avenir, et j'aurais pu me laisser mourir avec tout ça. Mais je suis venu frapper à votre porte, parce que vivre, même dans la douleur, c'est encore mieux que ne pas vivre du tout. » Le baron fit quelque chose d'inattendu. Il prit la main d'Élise et la serra doucement. « Merci. » Ils restèrent ainsi un long moment, debout dans la chambre fantôme, entourés des souvenirs d'une femme disparue. Puis, le baron lâcha la main d'Élise et regarda autour de lui. Il est temps de rouvrir cette aile, de laisser entrer la lumière, de nettoyer, d'aérer. Marguerite détesterait voir ses appartements transformés en mausolée. « Je vous aiderai, » dit Élise, « si vous le voulez. »« Je le veux. » Ils sortirent de la chambre, refermant doucement la porte derrière eux. En revenant vers l'aile principale du château, le baron sembla plus léger, comme si un poids immense venait d'être soulevé de ses épaules. De retour dans la bibliothèque, il servit 2 verres de vin et en tendit un à Élise. « Je ne suis pas censé boire pendant le service, monsieur, » dit-elle avec un petit sourire. « Faisons une exception. Pour célébrer, il chercha le mot. « Un nouveau commencement ?» suggéra Élise. « Oui, un nouveau commencement. » Ils trinquèrent et burent. Le vin était doux, réchauffant. « Puis-je vous poser une question, mademoiselle Moreau ?»« Bien sûr. Pourquoi êtes-vous vraiment venue ici? Je veux dire, au-delà du désespoir matériel. Vous auriez pu accepter n'importe quelle place de domestique ailleurs. Pourquoi risquer de frapper à la porte de l'homme réputé le plus froid et impitoyable de Saint-Malo ?» Élise baissa les yeux vers son verre. « Parce que mon père parlait toujours de votre père avec respect. Il disait que les Valcourt étaient durs, mais justes, qu'ils ne manquaient jamais à leurs paroles. Et je me suis dit que si c'était vrai pour votre père, peut-être que c'était vrai pour vous aussi. Votre père avait raison sur mon père. J'espère qu'il avait raison sur moi aussi. » Il avait raison. Le baron la regarda longuement, puis dit quelque chose qui la prit complètement au dépourvu. « Il y a quelque chose que vous devez savoir. Quelque chose que je n'ai dit à personne. » « Quoi donc ?» Il prit une profonde inspiration. « Les dettes de votre père, je les ai rachetées. » Élise faillit lâcher son verre. « Quoi ?» Quand j'ai appris sa mort et que ses créanciers s'apprêtaient à tout saisir, y compris votre logement, j'ai racheté toutes ses dettes. Mais pourquoi? Parce qu'il m'avait servi loyalement pendant 30 ans. Parce que ce n'était pas à vous de payer pour ses erreurs. Et parce que... Il hésita. Parce que je savais que vous viendriez. Élise le regarda, incrédule. Comment pouviez-vous savoir? Votre père m'avait parlé de vous, de votre intelligence, de votre courage, de votre détermination. Il était fier de vous, même s'il ne le montrait peut-être pas assez. Et quand il est mort, je me suis dit que si vous étiez vraiment la personne qu'il décrivait, vous ne vous laisseriez pas mourir de faim dans un coin. Vous viendriez chercher une solution. Alors, tout ceci était prévu? Non, je ne savais pas ce que je ferais si vous veniez. Mais quand vous êtes apparu dans cette bibliothèque trempée, tremblante, mais déterminée, j'ai su. Su quoi? Que je devais vous aider, pas par charité, pas par obligation, mais parce que vous me rappeliez ce que j'avais perdu. Cette capacité à se battre, à espérer, à croire que demain peut être meilleur qu'aujourd'hui. Élise sentit les larmes lui monter aux yeux. « Vous m'avez sauvé, monsieur. » « Non, » dit-il doucement, « je crois que nous nous sommes sauvés mutuellement. » Ils burent en silence, laissant cette vérité s'installer entre eux. Cette nuit-là, pour la première fois depuis 8 ans, le baron dormit paisiblement. 6 mois passèrent. Le printemps arriva, transformant le parc du château en un éclatement de couleurs et de parfums. Les ajoncs se couvrirent de fleurs jaunes, les pommiers du verger fleurirent, et les premiers navires de la saison accostèrent dans le port de Saint-Malo, apportant avec eux des nouvelles du monde. L'aile interdite avait été rouverte.
Avec l'aide d'Élise et de Madame Josselin, le baron avait fait nettoyer, aérer, restaurer les appartements de Marguerite. Les rideaux avaient été lavés, les meubles cirés, les fenêtres ouvertes pour laisser entrer la lumière. Ce n'était plus un mausolée, mais un lieu de mémoire apaisé. Le baron avait même fait quelque chose d'audacieux. Il avait donné la plupart des robes de Marguerite à des œuvres de charité, ne gardant que quelques pièces particulièrement chères à son cœur. Le reste pouvait servir à d'autres, à ceux qui en avaient besoin. Elle aurait voulu ça, avait-il dit à Élise. Elle détestait le gaspillage. Leur relation avait évolué de manière subtile, mais indéniable. Ils n'étaient plus seulement employeurs et employés, mais quelque chose de plus complexe, des confidents, des alliés, peut-être même des amis. Le baron souriait parfois maintenant, un sourire rare mais sincère. Il descendait plus souvent à Saint-Malo, renouait avec quelques relations, acceptait même des invitations à dîner chez des notables locaux. Les domestiques du château remarquaient le changement. Madame Josselin confia un jour à Élise: « Vous lui avez rendu la vie, mademoiselle. Je ne l'avais pas vue ainsi depuis la mort de la baronne. » Mais Élise elle-même commençait à ressentir quelque chose de troublant, quelque chose qu'elle n'osait pas nommer. Elle attendait avec impatience les heures passées dans la bibliothèque, non pas pour le travail, mais pour la présence du baron. Elle aimait sa voix grave quand il lui dictait une lettre. Elle aimait son sérieux quand il expliquait un contrat complexe. Elle aimait surtout ces moments du soir, quand elle lui lisait à voix haute et qu'il fermait les yeux, apaisé. Un soir de mai, alors qu'elle lisait un roman de George Sand, elle leva les yeux et le surprit en train de la regarder. Pas les yeux fermés comme d'habitude, mais ouverts, fixés sur elle avec une intensité qu'elle ne lui connaissait pas. Elle s'arrêta de lire. « Monsieur ?»« Continuez, » dit-il doucement. « Votre voix, j'aime l'entendre. » Élise sentit ses joues s'empourprer. Elle reprit sa lecture, mais les mots semblaient trembler sur la page. Quand elle termina le chapitre, le baron se leva et marcha jusqu'à la fenêtre ouverte. L'air du soir apportait le parfum des roses du jardin. « Élise » dit-il, utilisant son prénom pour la première fois. Son cœur bondit dans sa poitrine. « Oui, je dois vous dire quelque chose que je n'aurais jamais cru possible, il y a 6 mois. » Il se retourna et elle vit dans ses yeux une émotion qu'elle reconnut immédiatement, car elle la ressentait aussi. « Je me sens revivre, grâce à vous. Et ce n'est pas seulement de la reconnaissance, c'est... » Il s'interrompit, semblant lutter contre lui-même. « Dites-le, » murmura Élise, se levant et marchant vers lui. « S'il vous plaît. C'est de l'amour. » Le mot flotta entre eux, lourd de sens, de risque, de possibilités. « Je sais que c'est inapproprié, » continua-t-il rapidement. « Je sais que je suis votre employeur, que j'ai 18 ans de plus que vous, que la société nous condamnera. Mais je ne peux plus le nier. Je vous aime, Élise. » Elle sentit les larmes couler sur ses joues, mais c'étaient des larmes de joie. « Moi aussi, » dit-elle. « Je vous aime aussi. » Il fit un pas vers elle, hésitant, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse. « Oh, puis, vous en êtes sûr? Parce qu'une fois que nous aurons franchi cette ligne, il n'y aura pas de retour possible. Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit dans ma vie. » Il prit son visage entre ses mains, la regardant intensément, comme pour mémoriser chaque trait. « Je ne veux pas que ce soit par gratitude, ou par obligation, ou par peur de perdre votre place. Ce n'est rien de tout cela, dit-elle fermement. C'est vous. L'homme que vous êtes devenu, l'homme que vous pouvez encore devenir. » Alors, lentement, il se pencha et l'embrassa. Ce fut un baiser doux, hésitant, chargé de tout le poids de leurs douleurs passées et de leurs espoirs futurs. Un baiser qui scellait non pas une fin, mais un commencement. Quand ils se séparèrent, le baron appuya son front contre le sien. « Je veux vous épouser, » murmura-t-il, « si vous voulez bien de moi. » Élise éclata de rire à travers ses larmes. « Vous êtes sérieux ? » ?»« Absolument. Je ne veux pas d'une liaison secrète. Je ne veux pas vous cacher. Je veux que le monde entier sache que vous êtes à moi et que je suis à vous. Mais le scandale, au diable le scandale.
J'ai passé 8 ans à me soucier de ce que pensaient les autres. C'est fini. Alors oui, dit Élise, rayonnante. Oui, je veux vous épouser. Il la prit dans ses bras, la serrant fort, comme s'il avait peur qu'elle ne s'envole. Marguerite aurait été heureuse, murmura-t-il. Elle détestait me voir seule. Je ne veux pas la remplacer, dit Élise doucement. Vous ne la remplacez pas. Vous m'offrez une seconde chance, et les secondes chances sont précieuses. Épilogue. 1 an plus tard, le mariage fut célébré dans la petite église de Saint-Malo par un prêtre bienveillant qui avait connu Marguerite et qui approuvait cette union. Quelques notables vinrent, par curiosité ou par sympathie. D'autres boudèrent l'événement, scandalisés qu'un baron épouse une ancienne indigente, mais ni Armand ni Élise ne s'en souciaient. La réception eut lieu au château, dans les jardins fleuris, sous un ciel bleu éclatant. Madame Josselin pleura de joie. Les domestiques applaudirent. Même le vieux gardien de la loge sourit en les voyant sortir de l'église. Ce soir-là, dans la bibliothèque devenue leur refuge favori, Armand et Élise trinquèrent au champagne. « À quoi buvons-nous » demanda Élise. « Aux secondes chances, dit Armand, et aux personnes courageuses qui frappent aux portes, même quand elles n'ont nulle part où aller. Et aux personnes qui ouvrent ces portes, ajouta Élise, même quand elles ont peur. » Ils burent, puis Armand posa son verre et prit la main de sa femme. « Tu sais, le jour où tu es venue, trempée par la pluie, tremblante mais déterminée, j'ai failli te renvoyer. Vraiment ? Oui, parce que je voyais en toi tout ce que j'avais perdu, l'espoir, le courage, la vie, et ça me terrifiait. Et maintenant, je suis reconnaissant d'avoir eu le courage de ne pas te renvoyer, parce que tu m'as montré qu'on peut porter son passé sans en être prisonnier, qu'on peut honorer les morts en vivant pleinement. » Élise se blottit contre lui. « Tu m'as sauvé, murmura-t-elle. »« Non, répondit-il en embrassant ses cheveux. Nous nous sommes sauvés mutuellement. » Dehors, la nuit était douce. Les roses embaumaient, et dans le château de Valcourt, autrefois si sombre et silencieux, brillait enfin la lumière de la vie et de l'amour retrouvé. Épilogue. L'héritage, château de Valcourt, mai 1855, 8 ans après le mariage. Le rire d'un enfant résonna dans les couloirs du château, un son qui n'avait pas été entendu entre ces murs depuis plus de 15 ans. Marguerite de Valcourt, 5 ans, courait à travers le hall avec l'énergie débordante de son âge, ses boucles blondes volant derrière elle, poursuivie par son petit frère Auguste, 3 ans, qui tentait vaillamment de suivre le rythme. Élise apparut au sommet de l'escalier, un 3e enfant dans les bras, Émile, 9 mois, qui gazouillait joyeusement. À 30 ans, elle était épanouie, rayonnante, très éloignée de la jeune femme trempée et désespérée qui avait franchi ses portes 8 ans plus tôt. Les enfants, doucement. Madame Josselin vient de cirer le sol. Mais son ton était tendre, sans véritable reproche. La gouvernante elle-même, maintenant âgée de 60 ans mais toujours alerte, sortit de la cuisine en souriant. « Laissez-les courir, madame la baronne. Ce château a besoin de vie. Il en a été privé trop longtemps. » Armand émergea de la bibliothèque, des papiers à la main, mais son visage s'illumina en voyant sa famille. À 48 ans, il avait des cheveux plus gris, des rides plus marquées, mais ses yeux ne portaient plus cette douleur pesante d'autrefois. Il posa ses documents et ouvrit les bras. Marguerite se précipita vers lui. « Mais papa, papa, maman a dit qu'on pouvait aller voir les bateaux au port cet après-midi. » « Vraiment ?» Il lança un regard complice à Élise, qui descendait l'escalier avec grâce. « Alors, nous devons absolument y aller. » Auguste arriva à son tour, levant les bras. « Moi aussi, moi aussi !» Armand souleva son fils, l'asseyant sur ses épaules. « Toi aussi, mon bonhomme. » Élise s'approcha, et il l'embrassa tendrement sur le front, prenant ensuite le bébé dans ses bras. Émile attrapa immédiatement la barbe de son père, tirant dessus avec une détermination comique. « Aïe, ce petit a la poigne de son grand-père maternel. Mon père aurait été fier, dit Élise doucement.
de voir ce que nous sommes devenus. J'en suis certain. » Ils se rendirent ensemble dans la petite salle à manger où le déjeuner était servi. Depuis leur mariage, Armand avait insisté pour que tous les repas soient pris en famille, dans une atmosphère chaleureuse et décontractée, très loin du formalisme glacial qui régnait autrefois. Pendant le repas, Armand annonça une nouvelle. « J'ai pris une décision concernant le domaine. » Élise leva les yeux intriguée. « Laquelle ? » ?»« Je vais créer une école sur nos terres. Une école gratuite pour les enfants des fermiers, des ouvriers, de tous ceux qui n'ont pas les moyens de payer une éducation. » Élise posa sa fourchette, les yeux brillants. « Armand, c'est merveilleux. Tu m'as appris que l'éducation change des vies. Regarde ce qu'elle a fait pour toi. Regarde ce qu'elle a fait pour nous. Je veux donner cette chance à d'autres. » Marguerite aurait adoré cette idée, dit Élise doucement, parlant de la première baronne sans aucune jalousie, juste avec respect. « Je sais, c'est en partie pour elle aussi, et pour ton père, et pour tous ceux qui méritent une seconde chance. » Après le déjeuner, comme promis, toute la famille se rendit au port de Saint-Malo. Les enfants couraient sur les quais, fascinés par les navires, les marins, les caisses de marchandises exotiques. Armand tenait le bébé d'un bras et la main d'Élise de l'autre. Ils croisèrent quelques notables de la ville. Certains les saluèrent chaleureusement. D'autres détournèrent ostensiblement le regard, toujours scandalisés par ce mariage inégal. Mais cela n'affectait plus ni Armand ni Élise. « Tu vois ce couple là-bas ?» murmura Armand en désignant discrètement un homme raide et sa femme tout aussi guindée qui venait de les snober. « Monsieur Delamarre et son épouse. »« Mais ceux qui ont refusé de venir à notre mariage ?»« Exactement. Tu sais quoi? Ils sont malheureux, profondément malheureux. Ils vivent dans une maison immense et froide, ne s'adressent la parole que par nécessité, et n'ont aucune joie dans leur vie. » Il la regarda intensément. « Je préfère être jugé par eux et être heureux avec toi, que d'être respecté par eux et vivre leur vie vide. » Élise se haussa sur la pointe des pieds et l'embrassa devant tout le monde, provoquant quelques regards scandalisés, mais aussi quelques sourires amusés. « Je t'aime, Armand de Valcourt. Et moi, je t'aime, Élise de Valcourt, plus que je n'aurais jamais cru possible. » 15 ans plus tard, mai 1870. Marguerite de Valcourt, maintenant âgée de 20 ans, se tenait devant le portrait de sa mère dans la galerie du château. Grande, blonde, intelligente, elle ressemblait beaucoup à Élise au même âge, mais avec une assurance que sa mère n'avait acquise qu'au fil des années. Son père la rejoignit, marchant plus lentement qu'autrefois. À 63 ans, Armand avait pris sa retraite de la gestion active du domaine, confiant les affaires à Auguste qui, à 18 ans, montrait déjà une remarquable aptitude pour les affaires. « Tu penses à quelque chose, ma fille ?» Je pensais à maman, à tout ce qu'elle a accompli. Elle a accompli beaucoup, en effet. L'école que vous avez créée ensemble éduque maintenant plus de 100 enfants chaque année. Plusieurs sont devenus instituteurs à leur tour. D'autres ont ouvert des commerces, sont devenus artisans, ont changé leur vie. C'est son héritage, et le mien. Marguerite se tourna vers son père. « Papa, j'ai décidé de devenir institutrice, à l'école que vous avez créée. » Armand sourit, même si une larme brillait dans ses yeux. « Ta première homonyme, ma première femme, Marguerite, aurait été fière. Elle aimait l'éducation, et ta mère sera la femme la plus heureuse du monde. Tu crois ? J'en suis certain. » Ils redescendirent ensemble. Dans le salon, Élise était assise avec Émile, maintenant âgé de 16 ans et passionné de navigation, qui lui montrait des cartes maritimes. Des rires fusaient. Madame Josselin, maintenant retraitée mais vivant toujours au château, racontait une anecdote aux cuisinières plus jeunes. Le château était vivant, vibrant, rempli de lumière, de voix, de projets. Armand s'arrêta sur le seuil, observant cette scène avec une émotion profonde. Il repensa à ce jour pluvieux de novembre 1847, quand une jeune femme désespérée avait sonné à sa porte en disant « Je n'ai nulle part où aller, monsieur ». Il avait failli la renvoyer. Il avait failli dire non, mais quelque chose l'en avait empêché. Peut-être le souvenir de Marguerite, sa première femme, qui détestait l'injustice.
peut-être le respect qu'il devait au père d'Élise, peut-être simplement une intuition. Et cette seule décision avait changé 2 vies. Non, 3, non, des dizaines, si on comptait les enfants éduqués à l'école, les fermiers traités plus équitablement, les employés mieux payés. Un seul moment de compassion, une seule porte ouverte. Et tout avait changé. Élise leva les yeux et le vit dans l'embrasure. Elle sourit, ce sourire lumineux qu'il avait conquis dès le premier jour, même s'il avait mis des mois à l'admettre. Elle se leva et vint vers lui, lui prenant la main. « À quoi penses-tu, mon amour ? Je pense que j'ai eu beaucoup de chance. » « La chance ?» Elle rit doucement. « Tu as fait un choix courageux. Toi aussi. Tu aurais pu me détester pour avoir racheté les dettes de ton père sans te le dire. Tu aurais pu partir quand je t'ai avoué mes sentiments. Tu aurais pu dire non à ma demande en mariage. Comment aurais-je pu ? Tu étais l'homme le plus noble que j'avais jamais rencontré. Tu l'es toujours. » Ils s'embrassèrent tendrement, ignorant les sourires complices de leurs enfants. « Maman, papa, vous êtes embarrassants !» protesta Marguerite en riant. « Laisse-les, » dit Auguste. « C'est beau de voir des parents qui s'aiment encore après tant d'années. »« Encore ?» s'exclama Armand. « Je l'aime plus aujourd'hui que le jour de notre mariage. Et moi aussi, » dit Élise. Ce soir-là, après que les enfants furent couchés, Armand et Élise se promenèrent dans le parc. La lune éclairait le chemin et l'air embaumait le chèvrefeuille. « Tu sais, » dit Élise, « parfois je repense à cette fille terrifiée de 22 ans qui est venue sonner à ta porte sous la pluie. Elle me semble tellement lointaine maintenant. » « Elle n'est pas lointaine, elle est toujours en toi. C'est elle qui a eu le courage de frapper. Sans ce courage, rien de tout cela n'existerait. Et toi, tu repenses à l'homme que tu étais ? Souvent. Et j'ai pitié de lui. Il était si perdu, si prisonnier de son chagrin. Tu l'as libéré ? Non, nous l'avons libéré, ensemble. » Ils s'arrêtèrent près du vieux chêne au centre du parc. Armand avait fait installer un banc là, des années plus tôt. Ils s'assirent, Élise appuyant sa tête contre l'épaule de son mari. « Armand ? Oui, je n'ai jamais regretté d'avoir dit « Je n'ai nulle part où aller, monsieur ». Ce jour-là, c'était la vérité. Mais maintenant, j'ai trouvé ma place. Ici, avec toi, avec nos enfants, avec tout ce que nous avons construit, je suis chez moi. » Armand la serra plus fort contre lui, embrassant ses cheveux. « Et tu le seras toujours, quoi qu'il arrive, où que tu ailles. Tu as un endroit où revenir, un endroit qui t'attendra toujours. Toi. Moi. » Ils restèrent ainsi longtemps, sous les étoiles, 2 âmes qui s'étaient trouvées dans le désespoir et qui avaient construit ensemble quelque chose de beau, de durable, de vrai. Une histoire d'amour née d'une phrase désespérée et d'une porte ouverte. Une histoire qui prouva que les secondes chances existent et que parfois, ne pas avoir d'endroit où aller est exactement ce qu'il faut pour trouver enfin sa place dans le monde.